c'est ce qu'il reproche, c'est William Gallas qui l'a mis au fond. Ouais, il y a même de Thierry Henry, 100%. Laissez-nous un petit moment de bonheur. Fin 2009, l'ambiance autour de l'équipe de France est délétère. Pour plus de contexte, je vous invite à visionner l'épisode précédent sur la descente aux enfers des Bleus. La qualification de la France aux dépens de l'Irlande pour le mondial en Afrique du Sud est très contestée. Au-delà de la prestation catastrophique des hommes de Domenech, c'est cette main de Thierry Henry qui va déclencher un véritable lynchage médiatique. Et les polémiques se poursuivent. Retour sur un désastre annoncé, et pourtant, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Je ne peux que constater comme vous le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Le 5 janvier 2010, la Fédération française entend la colère des supporters et son président Jean-Pierre Escalette publie une shortlist de potentiels successeurs de Domenech après la Coupe du Monde. Waouh! En termes de maladresse, on a touché le fond. Parce que ça veut dire 1. Que la fédération a totalement lâché Domenech à 5 mois de la Coupe du Monde, et 2. Mettez-vous à la place des joueurs. Vous savez que Domenech, il sera plus l'entraîneur après le mondial. Et quand vous voyez le climat, l'ambiance délétère qu'il y a au sein du groupe, bah forcément, eux aussi ils vont le lâcher. À partir de là, la chute est annoncée. Mais d'autres polémiques en parallèle vont surgir de nulle part, comme cette affaire Zaya, où Karim Benzema et Franck Ribéry sont mis en examen pour sollicitation de prostitution sur une mineure. Même si 4 ans plus tard les deux joueurs seront relaxés, l'affaire vient polluer un peu plus l'atmosphère déjà irrespirable autour de l'équipe. Mais le spectacle sur le terrain ne nous donne pas non plus le sourire. En amical, l'Espagne, future championne du monde en titre, balaye 2-0 une équipe de France en perdition. Villa, David Villa, une balle de 2-0. Et l'ouverture du score pour l'Espagne. Cet effectif aurait bien besoin d'un coup de pouce, mais le problème, c'est que Raymond Domenech ne va prendre ni Benzema, ni Nasri, ni Ben Arfa. Alors autant Benzema et Ben Arfa, bon, je peux comprendre, je dis bien, mais Nasri qui effectue une excellente saison avec Arsenal, lui qui peut clairement apporter sa vitesse au groupe, on a bien compris que les raisons étaient extra-sportives. En tout cas, c'est un véritable coup d'arrêt pour la génération 87. Et la situation de Thierry Henry en club est plus que précaire. Il ne joue quasiment plus avec le Barça. Le sélectionneur est donc amené à faire un choix dans ce dossier délicat. Cependant, au départ, Domenech ne voulait pas le sélectionner. Puis il changera d'avis devant l'insistance du joueur. Le natif des Ulysses sera bel et bien présent en Afrique du Sud, mais pas dans l'impôt d'un titulaire. Franchement, mettre Henry sur le banc, un joueur avec un palmarès comme ça, une carrière exceptionnelle, à l'époque et encore aujourd'hui, j'ai jamais compris l'intérêt. Parce qu'Henry, c'est un attaquant de profondeur, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin de rythme pour performer. Selon moi, alors c'est très subjectif ce que je veux dire, mais je pense qu'il fallait être plus catégorique. Soit tu le prends pas, du tout, soit tu le prends, mais par contre tu le fais jouer à fond. Et c'est pas impossible, hein, il y a des matchs de préparation que tu peux justement utiliser pour le mettre en jambe de façon à ce qu'il soit prêt dès le début de la Coupe du Monde. Et justement, vu que c'est un mondial, ce sera pas en pleine saison, donc c'est pas très grave s'il joue pas beaucoup en club. Une légende de notre sport qui se retrouve avec le moral dans les chaussettes, qui n'a pas de rythme dans les jambes, et qui ne marque presque plus, et qui devra en plus se contenter de faire des apparitions en cours de match, en espérant qu'il insuffle, apparemment, un élan de confiance à ce groupe. Ça va pas marcher, c'est pas possible. Tout est fait à l'envers. On a l'impression que Domenech ne communique pas avec son groupe. Exemple, le débat autour de l'identité de celui qui portera le brassard. J'ai été surpris d'être nommé capitaine à 1 mois de la Coupe du Monde. Avant le match, je sais plus, face à Costa Rica, je descends du bus. Et là, Raymond, il me dit Pat, t'es le capitaine. Ben, tout de suite, j'ai dit William. J'ai dit ça, William il va dire j'ai trahi son gars. Ouais. En fait, quand je dis par fierté, la première chose, j'ai été gêné. Après, Henry il était plus titulaire et le vice-capitaine, ça a toujours été William. Et c'était automatique. La logique, c'était William qui prenne le relais. Même qui discute même avec William. Et moi, j'ai dit à Raymond, non, il me dit non, le brassard, ça se refuse pas. Là, j'ai dit OK. Et puis, je me souviens quand on rentre dans le vestiaire et William, tout de suite, il connaît. Ça a créé une grosse embrouille entre William et Pat. Bien sûr. William, il a cru que lui, il l'avait fait à l'envers. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Nico Hissé, il a boudé tout le stage. Et à un moment, j'ai été voir William dans sa chambre. J'ai dit, William, mais t'es fou. J'ai dit, s'il te plaît, va voir le coach, reprends ton brassard. J'en veux pas. Moi, jamais je vais te la faire à l'envers.
Donc il a instauré ça et après tu te rappelles, il a tellement boudé que même Domenech il voulait l'exclure du groupe, il voulait le dégager. Il a dit tu continues à faire la gueule comme ça, je te dégage du groupe. Mais moi je comprends aussi William. Le sélectionneur il lui a même pas parlé. Donc déjà c'était déjà un gros problème. Donc on en a la preuve désormais, il n'y a aucune communication entre certains joueurs et Domenech. Plutôt Domenech n'entretient pas la communication avec ses joueurs. Et comme s'il n'y en avait pas assez, une autre polémique va s'inviter aux hostilités, l'hôtel des Bleus situé à Naïsna, l'un des établissements les plus luxueux d'Afrique du Sud, un peu trop clinquant selon la secrétaire d'État au sport, Ramayad. Je n'aurais pas choisi cet hôtel, l'Espagne par exemple a choisi un campus universitaire. J'attends que l'équipe de France nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant de ses hôtels. Je les appelle à la décence en temps de crise. Et si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, la fédération et les instances du football devront s'en expliquer. Wouhou, c'est la fête! Allez, pour enfoncer les clous, on va parler football maintenant. Bah ouais, c'est encore pire. En commençant par un match de préparation qui se termine par une victoire étriquée 2-1 contre le Costa Rica, d'abord mené 1-0, les Bleus égalisent sur un but contre son camp, avant que Valbuena n'ouvre son compteur en bleu. Un déplacement ensuite à Rades pour y affronter la Tunisie. Là encore, les Aigles de Carthage ouvrent le score dès la 5e minute de jeu avant que Gallas n'égalise à l'heure de jeu et dans la douleur. Score final, 1-1. Et enfin, le dernier match de préparation, à une semaine du mondial, les Français s'inclinent 1-0 contre, tenez-vous bien, l'équipe bis de la Chine. Ça tourne tellement en pathétique qu'on n'a même plus les mots. Ces Bleus ne sont absolument pas prêts, même si les plus ambitieux s'attendent comme en 2006 à un électrochoc, sauf qu'en 2006 il y avait quand même un minimum de jeu. Là, c'est le néant. Le jeu de l'équipe de France est vraiment sinistre. L'équipe de France est partie de Lens, où elle avait fait un match contre le Costa Rica. Elle a fait un passage par Sousse, où c'était plutôt bling-bling, piscine et détente. Elle est arrivée en Afrique du Sud 9 jours après. 9 jours après. Et qu'en 9 jours, cette équipe de France a fait un entraînement, on peut appeler ça un pseudo-entraînement, qui, dans un examen normal, vous aurait valu 5 ou 6 sur 20. Dire que c'est une équipe qui ne travaillait pas. Et c'est une équipe qui se promenait sur le golf, qui prenait son petit déjeuner quand elle le souhaitait, qui a fait de l'escalade, du vélo, enfin tout sauf du football. On en est sûr maintenant, si la France passe le premier tour, cela relèverait du miracle. 11 juin 2010, la France débute le mondial au Greenpoint Stadium du Cap contre l'Uruguay de Diego Forlán et 2 attaquants très prometteurs, Luis Suarez et Edinson Cavani qui sera sur le banc pour ce match. Côté français, Henry est sur le banc et Anelka, même s'il est censé rester devant, décroche constamment de sa position, laissant l'équipe sans attaquant devant. Ribéry fera un match plutôt honorable. Henry entrera en jeu mais sans apporter quoi que ce soit, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, et la Céleste se retrouvera même à 10 en fin de rencontre, mais malgré un excellent Abou Diaby, les tricolores n'en profitent pas. Et maintenant, tous en cœur, score final 0-0. Ça faisait longtemps, hein. Néanmoins, je vous jure, après ce match, je vais pas dire qu'on était rassurés, mais c'était quand même bien moins pire que ce qu'on pensait. On a presque vu du jeu. Tout est dans le presque. Le sélectionneur va tout de même opérer des changements avant le second match contre le Mexique, avec Ribéry qui sera replacé au centre du terrain pour laisser la place à Malouda à gauche et Gourcuff sera sur le banc. Français et Mexicains ont tous deux été tenus en échec lors du premier match. Celui qui gagne prendra forcément une sérieuse option sur la qualification. Mais encore une fois, c'est le marasme côté français. Anelka décroche encore de sa position de 9, comme s'il mettait en cause le système prôné par Domenech. Et William Gallas, lui on le sait déjà, il a totalement lâché le sélectionneur, et le Mexique domine nettement ce match. À la mi-temps 0-0, mais il s'est passé quelque chose dans le vestiaire, un événement sur lequel on va revenir très vite. En attendant, Anelka sort, remplacé par Gignac, et le contenu est toujours aussi médiocre. Attention, attention à ce ballon, ça joue. Attention à ce ballon, une balle de but. C'est entré, c'est entré. Penalty. Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. C'est dramatique, dramatique pour les Bleus. Le Mexique bat la France 2-0. Il faudra maintenant un miracle pour que les Bleus se qualifient. Mais le résultat va passer vraiment au second plan.
Parce que quelques jours après ce match, on peut plus parler football. Anelka sera exclu du groupe par la Fédération française pour des propos qu'il n'a pas tenus en ces termes, et le capitaine Patrice Evra s'insurge. Et je vous dis, le problème c'est pas Anelka, le problème de l'équipe de France c'est pas Anelka, c'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire, comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous les joueurs et le staff. Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de l'équipe de France. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux. Non mais je vous demande, vous n'êtes pas l'équipe, mais voilà, vous avez pris parole. C'est son boulot de mettre des mots comme ça dans un journal. Mon sentiment est que depuis le début de la compétition, la presse est tenue à l'écart de tout ce qui se passe concernant cette équipe de France. Donc il est logique que la presse cherche à faire son boulot. Elle n'est pas tenue à l'écart, puisqu'elle a, elle a un ami intime, puisqu'il y a quelqu'un dans le groupe qui dit tout ce qui se passe. Mais elle n'est pas tenue à l'écart, puisqu'elle dit ce qui se passe dans le vestiaire à une mi-temps. Elle n'est pas tenue à l'écart, elle est en plein dedans. Quoi qu'il en soit, Patrice, très objectivement, au-delà de ce problème-là, je considère personnellement que la presse a été effectivement tenue à l'écart depuis le début de la compétition. Il est logique qu'elle veuille savoir ce qui se passe clairement dans cette équipe de France. Mais que la presse nous traite de nuls, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse là écrive des mots comme ça, on va où ? Alors, qui est la taupe? Qui a lâché cette bombe dans la presse? Eh bien, 12 ans après, on ne sait toujours pas, même si on a quand même notre petite idée. Alors évidemment, je n'affirme rien, hein, je mets bien ça au conditionnel, mais je pense franchement que ça ne peut être personne d'autre que Domenech lui-même. Alors pourquoi faire ça? Plutôt que d'assumer l'entière responsabilité de cet échec cuisant, c'est toujours plus facile d'accuser les joueurs. Donc si je suis ton raisonnement, là, il ne dit pas à ce moment-là les vrais propos d'Anelka qui tient aujourd'hui, en gros, pour se sauver lui, quoi. Pour moi, oui. Il s'est sauvé, il a voulu se sauver, ouais. J'ai lu les déclarations de Raymond Domenech qui a dit que après 8 ans, que Nicolas Anelka n'a pas dit ce genre de choses. Et il faut savoir que malheureusement, ce journal de l'équipe a écrit n'importe quoi et pendant 8 ans, on en a pris plein la gueule. Quoi. Là, on peut voir que Domenech a bien confirmé que c'était pas le cas. Et je trouve que c'est... T'aurais aimé qu'il le confirme il y a 8 ans. Non, mais il aurait pu, quand c'est sorti dans les journaux, il aurait pu faire un démenti. Et je pense que ça aurait pu éviter tout ce qui s'est passé par la suite. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que pendant 8 ans, nous les joueurs, on en a pris plein dans le dos, quoi. La personne qui était coupable, c'est Domenech. C'est lui qui a mis le bordel dans cette équipe. On a joué face au Mexique. Il nous a sorti un système de jeu que voilà, qui était pas pour nous. On a voulu lui expliquer qu'il faut pas qu'on fasse ce système de jeu. Il n'a pas voulu comprendre. Et la presse continue de s'acharner. Cette fois, une rumeur circule selon laquelle Ribéry se comporterait très mal avec Gourcuff et fera même un démenti en direct dans Téléfoot. Ribéry qui nous a rejoint, ce n'était pas prévu. Franck, pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui? Bonjour d'abord. Bonjour tout le monde. Je suis venu parce qu'on est en train de souffrir de ce qui se passe en ce moment et surtout ce qu'on peut entendre de l'extérieur. Vous pensez à cette affaire qui parle d'une altercation entre vous et Yoann Gourcuff par exemple? Même par exemple, c'est-à-dire que Yoann, j'ai un problème avec lui, quand il me voit il rase les murs. Tout ça c'est faux? Bien sûr que c'est faux, j'ai aucun problème avec Yoann. Au contraire, j'ai été le premier à lui parler parce que Yoann il est important pour l'équipe de France. Et quand on dit que je me suis battu avec lui dans un avion, des choses comme ça c'est n'importe quoi. Sauf que le même jour de l'intervention de Ribéry, quelque chose se prépare en coulisses. À quelques jours du dernier match contre l'Afrique du Sud, le bus des Bleus arrive sur le terrain d'entraînement, on voit les joueurs descendre pour signer des autographes, avant de repartir dans le bus. On voit ça en direct, hein, et toutes les minutes, c'est comme un feuilleton, il y a un rebondissement. Et on nous annonce rapidement à l'antenne que, oui, les Français font la grève de l'entraînement. Bah voilà autre chose. Un membre de la fédération qui démissionne. Une brouille devant les caméras entre Evra et le préparateur physique Robert Duverne. Le groupe a bien fini par exploser. C'est un fiasco sur toute la ligne qui aura pour conclusion l'humiliation ultime pour un sélectionneur qui lira devant la presse la lettre des joueurs
qui explique les raisons pour lesquelles ils font grève. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celle de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Et ton commentaire, On ne voulait pas s'entraîner. Comme on a pu voir dans les images, on est parti voir les supporters, on a signé les autographes, on est remonté dans le bus et on devait repartir. On devait repartir. C'est-à-dire que si le bus repart, tu n'as pas... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas tout ce problème. Le problème qui s'est passé, c'est que quand on est remonté dans le bus, le sélectionneur n'a pas voulu que le bus parte. Il a demandé au chauffeur de quitter le bus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de chauffeur. Comment tu fais ? Et là, c'est pour ça que je te dis, c'est de sa faute. Donc c'est quelque chose qu'à un moment, vous êtes pris dans un engrenage que vous ne pouvez absolument plus contrôler. On ne peut plus contrôler. Les joueurs ont cru bien faire par solidarité pour leur coéquipier Nicolas Anelka, mais enfermés dans leur bulle, c'est une nouvelle maladresse qui s'ajoute à une longue liste. La France devient la risée du monde entier. Mais bon, dans cette ambiance extraordinaire, il va quand même falloir finir ce mondial contre l'Afrique du Sud. La plupart des titulaires habituels sont sur le banc, et cela ne changera rien dans le contenu. Gourcuff prendra même un carton rouge, laissant ses coéquipiers à 10. Et cela tourne à la démonstration du pays hôte. La balle de 2-0, on va souffrir cet après-midi. L'Afrique du Sud, dans une ambiance indescriptible, mène 2-0. La France est KO. Triste fin de carrière internationale pour Thierry Henry. Ah, au moins un but. On rentre à la maison. C'est fini pour l'équipe de France, battue sèchement ici par l'Afrique du Sud, dernière de son groupe. Un jour sombre dans l'histoire du foot français. Et un ultime scandale avant de partir, Raymond Domenech va esquiver la poignée de main de Carlos Alberto Parreira, le sélectionneur des Bafana Bafana. Son tort, avoir remis en cause la qualification des Bleus après leur barrage contre l'Irlande. Rien d'anormal pourtant, mais le symbole d'un sélectionneur pathétique jusqu'au bout, aveuglé par sa propre ignominie. Qu'on le veuille ou non, Naïsna, c'est plus qu'un mauvais souvenir, c'est une cicatrice profonde qui ne se refermera pas avant des années. Un boulet que Laurent Blanc, le successeur de Domenech, devra traîner lui aussi contre son gré, car tous les acteurs du football ont été touchés. Français, joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters, toute la France du foot a été déchirée, heurtée par ces événements qui nous ont conduits à Naïsna et affecteront l'équipe de France encore bien après. À la fin, ce n'est pas que du foot, c'est bien plus compliqué que ça. Par rapport à l'historique qu'il y a eu ces dernières années, voilà, je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus. Les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur.
Depuis, l'équipe de France va beaucoup mieux. Une finale de l'Euro et 2 finales de Coupe du Monde, dont une 2e étoile décrochée en 2018. Le tout quelques années seulement, après s'être retrouvé plus bas que terre. Maintenant, la question est de savoir s'il fallait que 2010 arrive pour avoir droit à 2018, tout comme certains disent que 98 n'aurait peut-être pas eu lieu sans 93. Ben une chose est sûre, Naïsna doit servir de leçon pour les générations futures, afin de les aider à définir et à redéfinir même ce que cela signifie de porter ce maillot floqué du coq. Le devoir d'exemple est requis de la part des joueurs, tout comme du sélectionneur, de son staff, et bien sûr de la fédération. Et rien que là déjà, c'est compliqué. Car l'équipe de France appartient à tous, personne ne devrait se l'approprier, et Naïsna a beau appartenir au passé, jamais on doit oublier ça, car plus jamais cela ne doit se reproduire. Plus jamais.